Chers amis internautes, chers camarades, vous êtes sur ERFM. Pour ce second épisode de Il faut le savoir. Nous allons parler de la surveillance généralisée, dite surveillance globale. Assurément, notre belle société démocratique a depuis longtemps dépassé le fameux télécran, évoqué dans 1984 d'Orwell. Aujourd'hui, comparé au roman, on peut être écouté par à peu près n'importe quel objet connecté. Et Big Brother ne s'arrête pas là. Il faut vraiment réaliser dans quelle société nous vivons et comprendre que jamais il n'existait de société plus totalitaire dans toute l'histoire de l'humanité connue. Entre notre téléphone qui contient toute notre vie privée et qui se déverrouille par empreinte digitale ou faciale, les banques qui demandent sans cesse des justificatifs personnels afin de sortir notre propre argent, le compteur Linky qui sait toute notre consommation d'électricité, le fournisseur d'accès Internet qui connaît le moins de nos faits et gestes sur la toile, nous sommes passés d'Orwell à Snowden. Notre société moderne est une immense télé-réalité, un Truman Show dans lequel les firmes internationales connaissent toute de notre vie privée. De plus, soit dit en passant, qu'est-il advenu des échantillons de ces milliards de tests PCR ? Sont-ils dans une base de données ? Et qu'en est-il des vaccins ARN messagers ? Peuvent-ils servir de tracker ? Autant de questions légitimes, laissées sans réponse. C'est le contrôle pour parachever ce projet. Et le contrôle, c'est ce qu'on a appelé le Big Tech, qui s'articule à mon avis avec le Big Data et qu'on peut appeler globalement, si on veut faire référence à un livre majeur, le Big Brother de 1984. Justement, en introduction, rappelons ce passage emblématique de 1984 qu'Eric Blair, alias George Orwell, publia en 1949. Le télécran recevait et transmettait simultanément. Il captait tous les sons émis par Winston au-dessus d'un chuchotement très bas. De plus, tant que Winston demeurait dans le champ de vision de la plaque de métal, il pouvait être vu aussi bien qu'entendu. Naturellement, il n'y avait pas moyen de savoir si, à un moment donné, on était surveillé. Combien de fois et suivant quel plan, la police de la pensée se branchait-elle sur une ligne individuelle quelconque? Personne ne pouvait le savoir. On pouvait même imaginer qu'elle surveillait tout le monde, constamment. Mais de toute façon, elle pouvait mettre une prise sur votre ligne chaque fois qu'elle le désirait. On devait vivre, on vivait, car l'habitude devient instinct, en admettant que tout son émis était entendu et que, sauf dans l'obscurité, tout mouvement était perçu. Sortons de l'univers dystopique d'Orwell. Regardons maintenant ce que nous proposent nos démocraties, si bienveillantes et tellement éprises de liberté. 9 ans après la sortie de 1984, soit en 1958, Aldous Huxley écrivait dans son essai « Retour au meilleur des mondes », je cite, « Un état de crise continu justifie le contrôle continu de tout et de tout le monde. » Fin de citation. Je vous laisse méditer cette phrase de l'auteur du meilleur des mondes, un autre monde dystopique à découvrir, encore pire que celui d'Orwell. Je vous conseille sincèrement, si cela n'est encore pas fait, de lire à la fois 1984 et à la fois le meilleur des mondes. Une fois n'est pas coutume, citons Wikipédia, qui parfois peut être bien utile. Nous sommes arrêtés à l'entrée « Surveillance globale ». Comme quoi, l'excuse du complot caché ne tient pas. Presque tout est en source ouverte. Je cite. « Les origines de la surveillance globale remontent à la fin des années 1940, à la signature de l'accord secret UK-USA, adopté conjointement par le Royaume-Uni et les États-Unis, qui aboutira en 1971 à la création du réseau de surveillance globale du nom de code, Échelon. Toutefois, pour le grand public, c'est la série de divulgations détaillées de documents internes à la NSA, en juin 2013, qui révéla pour la première fois l'échelle considérable de l'espionnage de la NSA, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des frontières des États-Unis.
La plupart de ces documents furent divulgués par un ancien sous-traitant de la CIA et de la NSA, Edward Snowden. Ainsi, nombre des programmes de surveillance globale plus anciens comme Prism, XK Core et Tempora ont été cités dans des milliers de documents publiés en 2013. De nombreux pays, y compris les alliés occidentaux des États-Unis et des États membres de l'OTAN, ont été ciblés par l'alliance stratégique des Five A's, Australie, Canada, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni et les États-Unis, 5 démocraties occidentales et anglophones cherchant à atteindre la connaissance totale de l'information. Comme l'a confirmé le directeur de la NSA Keith Alexander le 26 septembre 2013, la NSA collecte et stocke toutes les données téléphoniques de tous les citoyens américains. La majorité des données sont conservées dans de grandes installations de stockage, comme le centre de données de l'Utah, un énorme projet de 1,5 milliard de dollars qualifié par le Wall Street Journal de « symbole des prouesses en surveillance de l'agence d'espionnage ». Fin de citation. Pour le français moyen, il faut l'avoir à l'œil, c'est pour son bien. Auxiliaire bénévole de police, flic de la pensée, dans les coulisses du pouvoir, flic de la pensée, dans les couloirs des assemblées, flic, dans tous les coups bas, ils sont là. Après ce court extrait du groupe Île-de-France, allons plus loin dans la bienveillance démocrate. Continuons donc avec un article de Ouest France daté de décembre 2015. Je cite : « La nouvelle Barbie, qui écoute et parle aux enfants grâce à une connexion Internet, risque d'être trop bavarde face à certains interlocuteurs mal intentionnés. Tout ce que votre enfant dit est transmis à des serveurs distants où tout sera stocké et analysé par ToyTalk, le partenaire technologique de Mattel. Les employés de ToyTalk et les sociétés partenaires écoutent les enregistrements des conversations de vos enfants. Or, ils ne veulent même pas révéler qui sont ces partenaires. Hello Barbie pourrait représenter une cible tentante pour les pirates informatiques qui pourraient accéder à travers la poupée à des données conservées par votre famille sur des appareils et des réseaux domestiques. » Fin de citation. En 2014, le Nouvel Obs et d'autres médias nous parlaient de l'application NameTag, une application pour reconnaître n'importe quelle personne que l'on croise dans la rue. Je cite : « En utilisant NameTag sur un smartphone ou des lunettes connectées Google Glass, il suffit de prendre une photo de quelqu'un pour découvrir leur profil virtuel sur les réseaux sociaux. NameTag lie ainsi votre visage à toutes vos informations de contact, vos profils numériques, vos intérêts, vos passions et tout ce que vous avez partagé avec le monde. Concrètement, lorsque l'on prend une photo de quelqu'un, son visage est analysé et comparé à une énorme base de données qui reprend les photos de profil de Facebook, de Twitter, LinkedIn, Google+, Instagram, Pinterest, etc. » Fin de citation. Désormais, c'est de Clearview dont il faut se méfier. Anthony, aujourd'hui, vous nous parlez d'une entreprise qui va peut-être enterrer définitivement le concept même de vie privée. Elle s'appelle Clearview. C'est déjà angoissant, rien que ce titre, Clearview. Et elle a mis au point une technologie assez effrayante qui permet d'identifier n'importe qui dans la rue à partir d'une simple photo. Elle est visée par des plaintes dans 5 pays européens, dont la France. Oui, en France, c'est la CNIL qui a été saisie par un groupe d'ONG pour violation du RGPD. C'est le règlement qui est censé protéger nos données sur Internet autour des activités de Clearview, entreprise très discrète qui a mis au point un outil de reconnaissance faciale absolument redoutable. Ce que fait cette entreprise, c'est qu'elle récupère sur Internet, sur les réseaux sociaux notamment, des milliards de photos de visages. Alors ça peut être le vôtre et le mien, on est probablement dans leur base de données. Ils ont constitué une base biométrique de 3 milliards de visages qu'ils commercialisent aux forces de l'ordre du monde entier. Et très concrètement, un policier
qui se balade dans la rue et qui utilise ce logiciel, il peut prendre une photo de n'importe qui et il a une identification avec un taux de fiabilité de 99%, même si la personne depuis porte une barbe, a mis des lunettes, etc. C'est l'avantage, entre guillemets, de la reconnaissance faciale. Donc c'est un outil à l'efficacité absolument redoutable qui est utilisé aujourd'hui par des forces de l'ordre un peu partout dans le monde. Et les inventeurs de cette technologie imaginent même que demain on pourrait les intégrer à des lunettes intelligentes type Google Glass. Donc vous avez des policiers qui pourraient se balader dans la rue et en scannant la foule du visage, du regard, pourraient avoir une image de tous les suspects qui se baladent. Et le problème, c'est qu'évidemment, il y a des dérives potentielles considérables. Oui, alors on peut imaginer, dans les manifestations, on pourrait avoir une identification immédiate de toutes les personnes qui sont en train de manifester. Vous imaginez un peu les conséquences. Et puis, parce que ces technologies, elles existent aujourd'hui, encore une fois, pour les forces de l'ordre, elles arriveront probablement dans le grand public. Et là, le potentiel, c'est que, par exemple, vous pourriez retrouver très facilement une personne que vous avez croisée, la charmante jeune femme ou le charmant jeune homme que vous avez croisé dans le métro le matin. Il suffira de l'avoir pris en photo pour pouvoir l'identifier et le retrouver sur les réseaux sociaux, ce qui n'est pas forcément très rassurant. Donc il va falloir apprendre à vivre avec, mais aussi à réguler et encadrer ces technologies. Grande vigilance donc. Je vous invite à continuer vos recherches par vous-même en tapant dans un moteur de recherche type DuckDuckGo afin d'éviter de passer par Google les articles suivants. Je cite: une enceinte Amazon a enregistré et envoyé à un contact la conversation d'un couple sans son accord. Google poursuivi pour la collecte de données en mode navigation privée avec Chrome. Vie privée téléconnectée, l'espion parfait. Ou encore, mythe ou réalité, votre téléphone vous espionne-t-il vraiment ? Les enceintes connectées sont-elles devenues de nouveaux outils d'espionnage ? D'après l'agence Bloomberg, Amazon emploie des milliers de personnes pour examiner les conversations parfois privées des utilisateurs de son assistant vocal Alexa. Jean-Bernard Cadier, qu'en dit l'entreprise ? Amazon confirme que la machine est intelligente, mais pas assez pour tout comprendre. Et donc oui, il y a des humains, des employés d'Amazon qui écoutent et qui analysent ce que la machine a entendu. La machine, c'est Alexa, qu'on appelle aussi Echo. Elle est posée dans un coin, on lui demande quel temps il va faire ou quelle est la capitale de la Moldavie et elle vous répond automatiquement. Mais pour que la réponse soit bonne, il faut que la machine ait bien compris la question. Et c'est là qu'en effet, des milliers d'employés d'Amazon écoutent certaines questions pour améliorer le système. Poursuivons. Le numéro de fait document numéro 467 nous apprend qu'officiellement, dans un but d'optimisation de l'affichage publicitaire, Transport for London tracera tous les smartphones de ses usagers via leur connexion Wi-Fi, et ce grâce à leur adresse MAC, donc même si le propriétaire de l'appareil n'est pas connecté. Fin de citation. Je rappelle qu'une adresse MAC, de l'anglais Media Access Control, est un identifiant physique stocké dans une carte réseau. Elle est unique au monde. Toutes les cartes réseau ont une adresse MAC. Les PC, tous les appareils connectés, tablettes tactiles, smartphones, consoles de jeux, réfrigérateurs, montres, etc. En France, à Nice plus précisément, la ville sous influence d'Estrosi, lui-même sous influence, va plus loin. Voici ce qu'un article de Nice Matin, datant de 2019, nous apprend. Je cite. Anxieux, en colère, apeuré ou bien serein, un système pour analyser vos émotions bientôt expérimenté dans le tram de Nice. La ville pourrait bientôt expérimenter un système pour détecter votre humeur. Un système qui pourra déterminer si vous êtes anxieux, en colère, apeuré ou bien serein. En clair, vos états d'âme n'auront plus aucun secret pour la machine. Cette application est capable de lire plus de 10 000 visages en une seconde. Fin de citation. France Inter, dans un article du 5 septembre 2020, intitulé « Reconnaissance faciale, officiellement interdite, elle se met peu à peu en place », nous livre, je cite. Nice, Marseille, Metz, toutes ces villes tentent d'expérimenter des dispositifs qui s'apparentent à de la reconnaissance faciale, toujours interdite en France. La CNIL veille au grain, mais n'exclut pas de rendre un avis favorable pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Fin de citation. En effet, Street Press, qui pour une fois nous lâche la grappe et balance un peu une vraie info, nous dit en date du 7 avril 2020 que près de 400 000 fois par an,
La police utilise la reconnaissance faciale via un fichier qui recense 19 millions de personnes. Le système est à la frontière de la légalité et provoque son lot d'inquiétudes. Fin de citation. Toujours concernant la reconnaissance faciale, un article de R du 7 octobre 2021 nous rapporte, je cite, « Lundi 19 juillet 2021, Laurent Wauquiez a présenté à l'Assemblée de la région Auvergne-Rhône-Alpes un projet de délibération pour lui permettre de déployer la reconnaissance faciale dans les gares, de financer l'achat de logiciels d'analyse comportementale et de multiplier les caméras de vidéosurveillance. Les visages des photos de carte d'identité depuis 2015 sont numérisés et centralisés dans le fichier des titres électroniques sécurisés, le TES. Lundi 29 juin dernier, les sénateurs ont examiné le nouveau projet de loi en matière d'antiterrorisme et de renseignement. Cette nouvelle loi comporte l'utilisation de logiciels qui analysent l'ensemble des métadonnées, numéro de téléphone appelé, date et durée des appels, etc., transitant sur les réseaux afin de détecter des comportements qui, d'après les services de renseignement, pourraient révéler des activités terroristes. Fin de citation. Ben voyons. Cette oligarchie ne nous veut pas du bien. Oui, enfin, je crois qu'il y a un projet qu'on commence d'ailleurs à voir d'un peu plus loin maintenant parce qu'il se dévoile de plus en plus. Mais il y a un grand projet de bipolarisation du monde entre un axe russo-chinois qui aura son autonomie et un axe atlantiste, on va appeler ça comme ça, qui sera complètement soumis, asservi aux volontés américaines avec ces projets qu'on connaît de dictature numérique, de surveillance numérique généralisée, de domination par les GAFAM, de domination par les data. Et nous n'aurons plus de vie privée. Donc, c'est, si vous voulez, les travaux actuels de la Haute Autorité de Santé montrent qu'il y a en préparation en France des logiciels, des applications de surveillance numérique pour savoir qui est vacciné, qui ne l'est pas. Et on peut se dire que dans les 2 ans, ceux qui ne seront pas vaccinés perdront leurs droits sociaux ou en tout cas seront soumis à un crédit social. C'est ce projet-là qui se met en place avec une vision économique. C'est face à ça que vous proposez la sécession, c'est important de le rappeler. Il faut que nous défendions nos libertés. Examinons maintenant un autre outil de surveillance, la monnaie. Pierre Hillard, dans son livre Chronique du mondialisme, publié en 2014, rapporte que le Nigeria est un laboratoire géant de surveillance par le biais de la monnaie. Je cite. « De nombreux éléments entrent en jeu dans l'édification du nouvel ordre mondial. C'est le cas en particulier de la monnaie. Cette entité physique est appelée à disparaître si l'on en croit les tenants d'un monde sans frontières. En effet, dans la foulée du Forum économique mondial qui s'est déroulé en mai 2013 en Afrique du Sud, un projet pilote a été signé entre le gouvernement nigérian et les dirigeants de Mastercard. Cet accord lance le processus d'élaboration de 13 millions de cartes intelligentes d'identité nationale, permettant la mise en forme de cartes d'identité et de paiement grâce à une puce. Cependant, cette carte n'est qu'une composante agissant dans un cadre plus vaste, le système national de gestion de l'identité. Il est prévu que d'autres cartes d'identification viennent se greffer, comme le permis de conduire, la carte d'électeur ou encore la carte d'assurance maladie. Ces cartes se caractérisent, entre autres, par un numéro unique d'identification nationale enregistrant des données biométriques de l'individu et des informations pratiques, comme les empreintes digitales, la photo du visage, signature numérique, date d'expiration, etc. Ces cartes d'identité nationale et de paiement permettront les utilisations les plus variées partout où les cartes Mastercard sont acceptées au Nigeria et dans le monde. Dans cette affaire, les Nigérians sont de véritables souris de laboratoire. En effet, ils seront en permanence dépendants de cette carte d'identité et de paiement. Ils seront pistés dans leurs moindres actions, achats et déplacements. Cette carte rendra possible de dresser avec une précision orwellienne les heures, les dates et les lieux rythmant la vie de ses habitants. Fin de citation. Concernant l'Europe, Thierry Todinor,
dans le numéro 3489 de l'excellent journal Rivarol, nous raconte, je cite, « Dans une conférence récente, le journaliste Ernst Wolf nous offre une analyse percutante de la vision que la secte globaliste a de notre avenir. Nous le savons, l'Union européenne a dévoilé en juin 2021 un projet de wallet digital pour nous. Ce portefeuille permettra une gouvernance numérique totale, via smartphone, puce ou technologie de reconnaissance faciale, sur chaque Européen, puisque le programme contiendra l'ensemble des éléments de son identité numérique. Finances, impôts, transports, crédit formation, services publics et privés, sécurité sociale, etc. Cela s'effectuera bien évidemment en concertation, non pas avec les peuples, mais avec le complexe financier numérique. Microsoft est en effet le partenaire principal du consortium ID 2020, ONG plaidant au nom des meilleurs sentiments et des objectifs de développement durable des Nations Unies pour une identification numérique de l'ensemble des terriens. Ernst Wolf nous présente la suite. Et à quoi ce système doit-il ressembler? Nous le savons déjà. Il s'agit de la disparition complète de l'argent liquide, des banques sur leurs formes actuelles, et de l'introduction de la monnaie numérique de banque centrale. L'objectif final prévoit que chacun d'entre nous ne détienne plus qu'un unique compte en banque par lequel s'effectueront toutes les transactions. Ce compte ne sera plus tenu par une banque commerciale, mais par la banque centrale. La raison profonde de ce plan est la suivante. La monnaie numérique de banque centrale est programmable. Comme une banque centrale peut créer de la monnaie sans limite, on peut ainsi, par le fait, introduire des taux négatifs sans détruire le système. En outre, cette monnaie numérique de banque centrale permettrait à l'État de surveiller toutes les transactions, de nous appliquer des taux d'imposition différenciés et de nous infliger individuellement des sanctions pécuniaires. L'État pourrait lier certaines sommes à une date de péremption, nous contraindre à dépenser certaines sommes dans une période déterminée. Il pourrait également donner cet argent pour un but fixé et nous imposer d'utiliser certains montants uniquement pour l'achat de certains biens ou de dépenser seulement dans certaines régions. Mais avant tout, il lui serait possible, d'un seul clic, de nous couper tous les flux de transactions et ainsi de nous débrancher financièrement. La monnaie numérique de banque centrale serait le mécanisme de contrôle social le plus efficace qu'on ait jamais eu dans l'histoire de l'humanité, et par là, ni plus ni moins que l'achèvement d'une tyrannie universelle obtenue par le moyen de l'argent. Plutôt que d'introduire cette monnaie numérique de banque centrale progressivement, et risquer ainsi de provoquer une grosse résistance, il faut procéder à l'inverse, c'est-à-dire faire sombrer la société dans le chaos, afin de faire apparaître la monnaie numérique de banque centrale comme la solution pour régler tous les problèmes, à savoir sous la forme du revenu universel de base. Fin de citation. Bonjour à tous, je vous présente Lucie, étudiante en psychologie. Et moi, son Digital ID Wallet, émis par le gouvernement pour offrir une large gamme de services d'identité. Je suis en fait un moyen pratique de prouver et de protéger son identité, aussi bien virtuellement qu'en face à face. Regardons de quoi je suis capable. Je peux aider les pouvoirs publics à mieux communiquer avec les citoyens. À cet instant précis, je rappelle à Lucie le rendez-vous qu'elle doit prendre pour sa vaccination. C'est l'heure de se présenter à son examen. Lucie est un peu stressée. Je suis là pour qu'elle puisse prouver facilement qu'elle est bien la candidate légitime, grâce à une connexion rapide et sécurisée entre son téléphone et celui de l'examinateur. Examen réussi. Une visite rapide chez le docteur avant de fêter ça. Et pas de temps à perdre. En chemin, Lucie m'utilise pour déclarer la perte de son passeport. Elle en a besoin pour son prochain voyage. Aucun problème. Elle peut demander un passeport numérique d'urgence sans avoir à se rendre au bureau qui les délivre. Je rends les démarches administratives beaucoup plus simples. Et ce n'est pas tout. Je peux aussi aider Lucie à faire une demande d'acte de naissance, payer ses impôts ou prouver son identité lors de la souscription à de nouveaux services tels que l'ouverture d'un compte bancaire. Je permets à Lucie de certifier son droit à la couverture santé. Alors oui, je suis le meilleur ami de Lucie. Je protège son identité et ses identifiants officiels où qu'elle aille. Je lui fournis un accès sécurisé aux services publics et privés
Je lui permets de garder un contrôle total sur ses données personnelles. En d'autres termes, je donne accès aux bonnes données à la bonne personne. J'ai également la confiance des pouvoirs publics pour mieux soutenir la transformation numérique, lutter contre l'usurpation d'identité et offrir des services publics performants et disponibles H24. Je suis le Thales Digital ID Wallet. Après ces bonnes paroles philanthropiques de Thales, parlons un peu de Windows, de Microsoft et de notre bon vieux bienfaiteur de l'humanité, Bill Epstein Vaccin Gate. Philippe Aymar, dans son livre Covid-19, Enquête sur un virus, rapporte, je cite, « Rappelons que Microsoft a toujours collaboré aussi bien avec la NSA qu'avec la CIA, en donnant par exemple tous les codes d'accès des utilisateurs leur permettant de lire, écouter ou regarder la totalité des échanges effectués sur le système de vidéoconférence Skype. Il en fut de même pour le système Windows, dans lequel des journalistes informatiques allemands avaient découvert des portes dérobées, ainsi qu'un système d'enregistrement de toutes les touches tapées au clavier soi-disant pour améliorer l'expérience Windows. » Fin de citation. Pierre Jovanovic, dans son livre 666, confirme, je cite, « Angela Merkel a découvert, comme François Hollande, comme tous les autres dirigeants de pays, que leurs lignes mobiles et fixes étaient écoutées depuis au moins 10 ans. Aucun secret d'État ou de fabrication qui tienne pour Washington. Même les ordinateurs sous Windows disposaient d'une ouverture secrète renvoyant dans le Maryland la totalité des mails échangés. La version 8.1 de Windows dispose même d'une porte qui permet à la NSA de prendre le contrôle de votre ordinateur et de l'éteindre à jamais, selon les examens techniques très précis d'un journal informatique allemand. En réalité, la NSA disposait d'une porte d'entrée dans tous les ordinateurs sous Windows, et sans doute sur les Apple, connaissant la volonté de Steve Jobs d'enfermer tous ses utilisateurs dans son écosystème, afin qu'ils n'achètent que chez Apple depuis 1999. Fin de citation. Rappelons également qu'en 2020, le gouvernement anti-français a pris la décision d'héberger les informations de santé de millions de Français sur les serveurs de Microsoft, au détriment d'OVH, une société française. Concernant le passeport sanitaire, je vous renvoie à l'article « Retour en détail sur le passeport sanitaire et l'identité numérique » qui a été publié le 7 octobre 2021 sur ER. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant sur les biographies des acteurs du Big Tech. C'est-à-dire qu'on a toujours, si vous voulez, un scénario avec un jeune génie qui a inventé dans son garage, dans sa chambre d'étudiant, un outil qui va révolutionner le monde. En général, c'est ça. Ça fait l'objet d'articles un peu partout dans la presse. Il a des couvertures dans The Economist, le Time, etc. Et puis ensuite, ça devient un film incontournable avec des Oscars, etc. C'est-à-dire que la légende devient industrielle. Or, en général, quand on s'intéresse aux géants de la tech, on a des biographies qui sont... Alors, j'ai été amené, c'est ce que j'expliquais, à m'y intéresser dans le cadre de l'affaire Epstein, parce que justement, un ami d'Epstein qui s'appelle, dont le nom m'échappe, Brockman, un nom comme ça, avait monté un cercle qui s'appelait le dîner des milliardaires, le billionaire dinner, le dîner des milliardaires, et on retrouvait tous les pontes de cette tech. Et Epstein venait avec des gamines, quoi, grosso modo, pour essayer de les hameçonner. Et d'ailleurs, un an avant son arrestation, il se vante dans une interview au New York Times, il me semble, il dit « Je connais tous les secrets des géants de la tech, je les tiens ». Enfin, il se vante publiquement de les tenir. Et donc, on retrouve évidemment Paul Allen de Microsoft, Bill Gates. Alors là, je parlais de biographie bizarre. Bill Gates, on nous dit, c'est le fils, donc il a créé Microsoft dans son garage. Mais on regarde, c'est le fils de Bill Gates Senior, dont on a déjà montré la photo avec tous les cadres du Nouvel Ordre Mondial. Mais quand on regarde bien, Bill Gates Senior, il fait 2,1 m. Quand on regarde Bill Gates, il fait 1,77 m. Vous voyez? Et il n'y a aucun rapport entre les deux. Voilà. Donc il y a beaucoup de questions de financement, questions géopolitiques et surtout l'idée d'un progrès qui ne serait pas dirigé, c'est ça qu'on nous vend, un progrès qui ne serait pas dirigé avec des créateurs qui sont des génies, alors qu'en fait, on a d'une implication de la haute finance, des agences de renseignement, avec Internet qui est créé par le DARPA, c'est-à-dire le Pentagone. C'est-à-dire en fait, on démocratise à mort une technologie militaire de pointe. Et on fait croire aux gens que c'est du progrès et que c'est pour leur liberté. Quand on a vu à partir de 2008 les gens sur Facebook s'inscrire, donner leur nom, leur prénom, leur adresse, leur famille, la liste de leurs amis, les photos, etc. Enfin,
Honnêtement, c'est en termes de renseignement d'ambiance, c'est la plus grosse opération jamais montée. Dans les semaines qui ont précédé son audition, la presse n'a pas hésité à ressortir des échanges qu'il a eus avec un de ses amis après la création de Facebook, 14 ans plus tôt. J'ai plus de 4000 emails, photos, adresses. Quoi? Mais comment t'as fait? Les gens me les ont confiés, je ne sais pas pourquoi. Ils me font confiance. Pauvre con. J'ai gardé sous le coude, pour vous, 2 petites citations de 2 de nos tortionnaires préférés. Petit jeu. Qui a dit, je cite, « L'endiguement de la pandémie de coronavirus nécessitera un réseau de surveillance mondiale. » Il s'agit bien évidemment de Klaus Dark-Sidious Schwab, dans son livre programme Covid-19, Secret Reset, sorti en 2020. À croire qu'il était déjà dans les tiroirs. Qui a dit? On peut imaginer que chaque individu accepte, volontairement ou sans le savoir, une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui. Eh bien, je vous le donne dans le mille. Jacques Attali, sur Public Sénat, le 11 novembre 2008, il y a déjà bientôt 15 ans. Aujourd'hui, au bout de ça, on parle de puces qu'on pourra s'implanter. Ce sera quand, ça? Certainement dans les 10 années à venir. Et d'abord, on va les implanter dans nos vêtements, c'est-à-dire wearables, comme on le dit. Et après, on pourrait s'imaginer qu'on les implante dans nos cerveaux ou dans notre peau. Et à la fin, peut-être il y a une communication directe entre notre cerveau et le monde digital. Ce que nous voyons, c'est une sorte de fusion du monde physique, digital et biologique. Avant de conclure, rappelons que les applications comme Facebook, Instagram ou encore Snapchat servent directement au service sans que ceux-ci aient besoin de vous espionner. En effet, ils n'ont plus qu'à aller chercher l'information. C'est le citoyen lui-même qui lui remet. Même Orwell n'avait pas imaginé tout cela. J'ai découvert le 13 avril, dans le bulletin officiel des annonces des marchés publics de la République française, que vous avez ici à l'envers, mais vous pouvez vérifier, un appel d'offres qui vise tout simplement un contrat de, je cite, social listening, ce qui veut dire en anglais faire de la veille et de la détection des contenus hébergés sur les espaces d'expression en ligne. En un mot, il s'agit de surveiller tous les réseaux sociaux de France. Je vous le lis, c'est page 2. L'accord cadre a pour objet la fourniture d'outils de social listening et de mesures d'impact sur les réseaux sociaux pour permettre au gouvernement de détecter, écoutez, d'analyser, de mesurer les préoccupations et attentes des internautes. Il s'agit, vis-à-vis de son action en particulier, et de l'actualité en général. Il s'agit d'un marché passé sous le mandat de la direction des achats de l'État pour le besoin de l'ensemble des ministères. Il s'agit d'un marché considérable de 3 millions d'euros. 3 millions d'euros de vos impôts, de nos impôts, pour espionner les Français. Rappelez-vous, la guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force. Pour conclure cette seconde fournée de
Il faut le savoir. Hein. Citons l'ouvrage de Bernanos, La France contre les robots, publié en 1947, qui vient justement d'être réédité par les éditions Contre-Culture. Je cite. « Le petit bourgeois français n'avait certainement pas assez d'imagination pour se représenter un monde comme le nôtre si différent du sien. Un monde où à chaque carrefour la police guetterait les suspects, filtrerait les passants, ferait du moindre portier d'hôtel responsable de ses fiches son auxiliaire bénévole et public. Mais tout en se félicitant de voir la justice tirer parti contre les récidivistes de la nouvelle méthode, il pressentait qu'une arme si perfectionnée, aux mains de l'État, ne resterait pas longtemps inoffensive pour les simples citoyens. C'était sa dignité qu'il croyait défendre, et il défendait avec elle nos sécurités et nos vies. Depuis 20 ans, combien de millions d'hommes, en Russie, en Italie, en Allemagne, en Espagne, ont été ainsi, grâce aux empreintes digitales, mis dans l'impossibilité non pas seulement de nuire aux tyrans, mais de s'en cacher ou de les fuir. Et ce système ingénieux a encore détruit quelque chose de plus précieux que des millions de vies humaines. L'idée qu'un citoyen, qui n'a jamais eu affaire à la justice de son pays, devrait rester parfaitement libre de dissimuler son identité à qui lui plaît, pour des motifs dont il est seul juge, ou simplement pour son plaisir, que toute indiscrétion d'un policier sur ce chapitre ne saurait être tolérée sans les raisons les plus graves, cette idée ne vient plus à l'esprit de personne. Le jour n'est peut-être pas loin où il nous semblera aussi naturel de laisser nos clés dans la serrure, afin que la police puisse entrer chez nous nuit et jour, que d'ouvrir notre portefeuille à toute réquisition. Et lorsque l'État jugera plus pratique, afin d'épargner le temps de ces innombrables contrôleurs, de nous imposer une marque extérieure, pourquoi hésiterions-nous à nous laisser marquer au fer, à la joue ou à la fesse comme le bétail? L'épuration des malpensants, si chère au régime totalitaire, en serait grandement facilitée. » Fin de citation. Chers auditeurs, ici Arthur Sapodia, vous êtes sur ERFM et je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas d'utiliser un VPN, le navigateur Brave et de payer en liquide. Mais surtout et avant tout, lisez. À très bientôt. Il faut faire l'effort de lire. Il n'y a rien d'autre que la lecture. Et d'ailleurs, même si je le fais en ce moment, la contemplation passive d'une vidéo ne remplace pas l'acte de pensée de la lecture. Et l'effondrement de la lecture est une des clés aussi aujourd'hui de l'effondrement de la pensée occidentale. Hein, et tout ça, à cause de quoi? De la prolifération des écrans. Hein, voilà. Il faut le savoir. Hein.